a été interrompu par deux intervenants. Donc on va te laisser un petit peu développer ton propos concernant Canonical. Oui. Ben, on a beaucoup parlé de l'aspect communautaire et c'est bien sûr indispensable. Je veux dire, il n'y a pas de logiciel libre sans communauté libre. Mais il y a aussi un aspect plus économique qui est le fait que la plupart des distributions connues de GNU Linux sont soutenues par une entreprise. Alors en général, pas une très grande entreprise, hein. C'est pas Microsoft, pas un Apple, c'est 300 salariés, c'est donc voilà, c'est des structures plus petites. Et ce sont des structures qui sont là pour permettre la pérennité du système, parce que c'est possible effectivement, juste entre hackers, entre personnes qui appartiennent à la communauté du libre, de développer un système sans intervention d'une société tierce. Donc il y a des systèmes comme ça, mais c'est des systèmes dont on entend peu parler, et c'est des systèmes qui sont plus difficilement accessibles. Donc là où Canonical va intervenir, c'est avec la création de la première version d'Ubuntu. La première version d'Ubuntu en 2004, et c'est la première fois qu'on a pu avoir un système GNU Linux accessible. C'est la philosophie d'Ubuntu qui est « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Donc je disais que c'était la première distribution accessible. C'est la première distribution qui est facilement installable par n'importe quel utilisateur, y compris utilisateurs de systèmes classiques Apple et Microsoft. Et à l'origine de cette distribution-là, on a un entrepreneur sud-africain qui s'appelle Mark Stallworth. Et on peut dire quand même que sans son intervention, on aurait eu bien sûr Debian, on aurait eu des versions de GNU Linux très intéressantes, mais on ne serait peut-être pas en train de faire cette émission aujourd'hui, parce que peut-être que des néophytes en informatique, faut quand même le dire, tels que Steph et moi-même, qui sommes dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'informatique, la gestion pour ma part et peut-être le syndicalisme pour Steph. Et moi retraité. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de dire, c'est un système qui a une vocation alternative, bien sûr, mais qui a une vocation universelle. C'est 1% des utilisateurs, donc c'est un système alternatif, mais qui a une vocation universelle. C'est bien de le rappeler. On estime à l'heure actuelle que 90% des ordinateurs sont équipés, enfin un peu moins de 90% des ordinateurs sont équipés Windows. Et un peu moins de 10% sont équipés Apple, et que la part de GNU Linux serait autour des 1% au niveau mondial. Mais ce qui représente, je vous le garantis, des millions d'utilisateurs. Hein. C'est ce qu'il faut remettre quand même à l'échelle planétaire, sur des millions d'utilisateurs, et voir que l'origine même de la distribution GNU Linux, qui, comme je vous le rappelais, le 21 avril, GNU signifie que ce n'est pas Unix, et que le système Unix c'était des systèmes très utilisés dans le monde scientifique, dans le monde du développement, dans le monde informatique naissant, et que pendant très longtemps, effectivement, les distributions GNU Linux n'avait pas ce qu'on appelle d'interface graphique, et comme pour les plus anciens qui ont utilisé les premiers Windows, IBM en système MS-DOS se rappelle tous les systèmes de ligne de commande qui devaient taper, sans avoir effectivement une fenêtre, je dirais graphique, et donc plus agréable à l'utilisateur, pour l'utilisateur lambda. Et ça, c'est un passage très important dans le monde du logiciel libre et des distributions GNU Linux, parce qu'on va faire aussi un petit peu un aparté à un moment sur la différenciation et le développement de l'un qui est pas forcément en parallèle de l'autre, entre les logiciels qui sont utilisables soit sur du Apple, soit sur du Windows, et qui sont des logiciels libres, et contrairement aux gratuiciels, qui sont effectivement des logiciels gratuits, mais privatifs. Mais pour continuer avec Canonical, effectivement, qui est le plus gros contributeur financier à l'heure actuelle du monde libre. Humains, moi je trouve que c'est très important de rappeler que les développeurs de Canonical sont très investis dans le monde du libre, et interviennent y compris dans le premier samedi du libre, et le plus souvent dans les Ubuntu parties.
et on fait pas trop la différence entre les développeurs de Canonical et les autres contributeurs lorsqu'on est dans ces événements-là. Donc tout le monde parle de façon tout à fait conviviale et on ne sent pas que on essaie de vendre le produit d'une entreprise. Pour les particuliers, c'est vraiment cet esprit-là qui est mis en avant. Pour les entreprises, bien entendu, c'est une autre histoire. Comme tu le précises, effectivement. On pourra dire aussi que le marché, financier du monde du libre se situe au niveau des serveurs. On estime à l'heure actuelle que 25% des serveurs de la planète sont sous licence GNU Linux, mais pour la plus grande majorité, ils sont vendus, effectivement, pour une bonne partie. C'est par rapport à ça que certaines sociétés vont pouvoir effectivement avoir un retour sur investissement pour quelques sociétés, mais notamment dans le système de maintenance, dans la formation des administrateurs de réseau. Voilà. Mais c'est rarement le logiciel qui est vendu, même pour les serveurs. Mais si je pense à Red Hat. Bien sûr, il y a Red Hat. Red Hat qui en serveur ne fait que y compris sur les pages utilisateurs. Effectivement, Red Hat est une version de Linux qui est payante. Et c'est aujourd'hui peut-être la firme qui dans le logiciel libre génère, on va dire le plus de profit. Bon, on va dire que on n'a pas besoin de ce modèle-là. Je veux dire, c'est un modèle possible, mais voilà. C'est-à-dire, mais il faut reconnaître à Red Hat le fait qu'ils ont contribué au projet très fortement au projet Fedora. C'est-à-dire que ils ont une version qui est essentiellement adressée aux entreprises et qu'on peut acheter en tant que particulier, mais ils ont aussi le projet communautaire Fedora qui fonctionne très bien et qui est sûrement le deuxième juste derrière Ubuntu. Et c'est quoi le projet Fedora ? C'est le même principe. C'est des mots, c'est des noms, c'est des distributions GNU Linux. C'est-à-dire des versions. C'est des versions. C'est Fedora, c'est Mandriva, c'est comme on l'a dit toute la déclinaison des Ubuntu. Mais pour enrichir ce que disait Karim par rapport aux entreprises. Elles ont tout intérêt à conserver, et Red Hat la première d'ailleurs, à contribuer, et parce que c'est un renvoi d'ascenseur ce système en fait. C'est véritablement, nous développons ensemble, même si moi je fais des bénéfices sur ce développement, j'ai intérêt à vous favoriser ce développement, parce qu'effectivement il favorisera aussi mes rentrées d'argent. L'adoption, tout simplement. L'adoption du système. Voilà. Donc il y a intérêt à aller dans ce sens-là, mais surtout de conserver cette notion de partage. Parce que si une entreprise commençait à se verrouiller sur elle-même et à finir par avoir un système privatif, en fait, elle irait à son déclin. Exactement. Il faudrait véritablement qu'elle conserve chez elle les meilleurs contributeurs. Enfin, ça serait plus des contributeurs, mais qu'elle ait des meilleurs professionnels chez elle. Mais sans notion de partage, il finirait par s'y perdre, en fait. Il s'y perdrait obligatoirement. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de cette notion-là. Et c'est là-dessus qu'il faudra que j'explique à un moment. Cette notion va dans le sens libertaire de nos pensées, parce qu'effectivement, c'est pas pour autant qu'on n'est pas obligé de penser à un monde libertaire sans économie. On peut le penser avec une économie. C'est la forme de cette économie qu'on veut revoir. C'est le sens du partage qu'on veut voir comme valeur essentielle et non pas la recherche du profit pour le profit. Mais c'est aussi une démonstration essentiel de ce que peut être le monde libertaire. Bon, comme on le rappelle tout le temps, notre journal Le Monde Libertaire, il est fait sur des bases, je dirais, de bénévolat et de volontariat. Notre radio vit depuis 30 ans sans qu'il y ait de salariés. Ce sont des contributeurs, pour reprendre un terme qui est du monde des logiciels libres. Ça va vraiment dans des notions qui sont véritablement parallèles, et l'autogestion est une véritable démonstration faite dans le monde de ces logiciels libres et de tous ces contributeurs. Parce qu'en effet, je reste convaincu que même s'il y avait plus de financement, mais j'en suis convaincu, même sans aucun financement, à l'heure actuelle, c'est la vitesse du développement qui ne serait plus la même. Il est clair qu'il n'y aurait pas une nouvelle version d'Ubuntu tous les 6 mois, ça c'est certain. Mais qu'en tout cas, il y aurait des nouvelles versions, il y aurait une évolution
des logiciels informatiques, tout simplement parce que c'est toujours la même chose. Dans cette philosophie-là, il suffit d'un seul contributeur, d'un seul qui développe, pour avoir une mise à disposition pour l'ensemble, et c'est vraiment là qu'est la clé, quoi. Et là justement, il faut le rappeler, on a accès à des ressources mais qui sont incroyables, à des richesses qui sont incroyables. C'est des trucs. Mais ça, il faut rappeler que c'est une partie, c'est-à-dire c'est un domaine particulier. Bon, ça relève de l'informatique, mais ça fait partie d'un ensemble qui est plus vaste et qui est ce qu'on appelle l'économie démonétarisée. C'est-à-dire que cette économie démonétarisée là, c'est-à-dire qu'on n'a pas absolument besoin d'utiliser d'argent, d'utiliser la monnaie pour fonctionner. Nombre d'associations fonctionnent sans être réellement reconnues, je sais pas, par la préfecture. Je veux dire, c'est une façon de fonctionner qui peut être en dehors des clous et qui peut vraiment fonctionner sans être basée sur un échange monétaire, et qui représente, si on devait la chiffrer, qui a atteint des niveaux comparables à l'économie classique. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé là-dessus. Oui. Et donc ils constatent que ça c'est des richesses qui sont incroyables. Et justement, le logiciel libre, c'est pas seulement une technologie, c'est pas seulement une stratégie qui est au service de certaines firmes, c'est surtout un nouveau paradigme économique. C'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire une innovation qui est faite à la fois par des firmes, mais surtout par la communauté. C'est-à-dire c'est le fait d'avoir, je disais au début, donc une intelligence collective au service de tous. Tout à fait. Et on sait que j'ai donné l'exemple de la Turquie, mais il y a d'autres pays. Je pourrais plus préciser exactement, mais je sais qu'au Brésil, ils sont en train de passer aussi au logiciel libre, mais je ne pourrais plus vous situer exactement dans quel domaine exactement. Mais c'est toujours au niveau de l'État. Ils sont en train de basculer au logiciel libre, et on le voit aussi, le Brésil a repensé son économie de manière un peu différente, et que tous ceux qui pensent l'économie de manière différente seront très sensibles effectivement au développement qu'il peut y avoir du logiciel libre. Il faut penser aussi à l'Inde qui s'y intéresse, et au développement en Afrique de l'informatique, et qui est quand même pour l'anecdote, c'est ce qu'on se dit entre militants du logiciel libre, c'est qu'on sait qu'à l'heure actuelle, un Windows en Afrique, il coûte pas €1, quoi. Il leur donne pratiquement. Parce que derrière, l'économie va être énorme. Regardez comment nous, on s'est fait phagocyter. On s'est fait phagocyter par le monde du travail d'abord. Parce qu'effectivement, IBM étant installé dans les entreprises, avec un système d'exploitation qu'il avait demandé à Microsoft et qui a fini par s'appeler Windows, a appris à un tas de personnes, à la population, que pour utiliser un ordinateur, c'était avec Windows. Et il était tout à fait légitime et naturel que cette personne, le jour où elle a eu accès à l'informatique chez elle, achète le système qu'elle connaissait. C'était évident. Ce qui fait que les professionnels graphiques, chez eux, ils ont du Apple, parce que c'était Apple qui développait avec les Macintosh plutôt les logiciels graphiques, parce que leur structure interne était moins lourde que celle de Windows, et que quand Windows a réussi, lui, à investir le marché du PC, qui n'avait pas été verrouillé par IBM, et je pense que là ils s'en voudront évidemment jusqu'à la fin des jours d'IBM, mais quand ils ont réussi à se rendre compte que ce qui était le plus essentiel, c'était pas de vendre l'ordinateur, mais ce qui allait dedans, et ce que Microsoft a compris dès 95 en sortant son interface graphique par rapport à Apple, qui lui voulait tout vendre en un seul bloc. On a vu que le marché était forcément plus réduit quand il y avait qu'un seul constructeur par rapport à Windows, qui s'est retrouvé avec tous les fabricants d'informatique. Et je dirais fabricants, Dell n'est qu'un assembleur à l'origine. Après tout, il a juste ouvert un ordinateur un jour, Dell, et il a dit, tiens, c'est pas si compliqué, il y a 5-6 composants à l'intérieur, si je les assemble moi-même et que je les propose, des entreprises seront d'accord pour le prendre. C'est ce qui s'est passé, et c'est devenu un des premiers constructeurs mondiaux. Enfin, c'est un assembleur d'ailleurs, je le répète, un des assembleurs mondiaux. Donc, mais au bout du compte, Dell, Acer, toutes les marques qu'on peut citer derrière, c'est du Windows dessus. Donc le numéro 1, le plus grand gagnant du PC, ça a été effectivement l'entreprise Microsoft par rapport à ça. Ouais, avec les inconvénients que je voulais vous faire part tout à l'heure.
mais moi je suis têtu, donc je reviens dessus. Récemment, j'ai téléchargé un petit programme